Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec, s'il vous plaît, retour des vraies voix avec Céline Pinasse. Elles sont bavardes. Céline Revel-Dumas, Didier Lebray. Tu veux des filles et tu veux qu'elles se taisent, je te jure. Vous êtes un petit peu Les nouvelles sont bonnes pour les actionnaires. Profit record dans tous les secteurs. On va commencer. Le pétrole, 16 milliards de dollars de profit pour Total, 15,6 pour Chevron, 23 milliards pour ExxonMobil, 20 milliards pour Shell et 7,6 pour BP. Tiens, on prend la sidérurgie, ça va très bien pour ArcelorMittal, 14,9 milliards d'euros de bénéfices, alors qu'ils ont de dollars de bénéfices, alors qu'ils ont vendu moins d'acier que l'année précédente. Pour le pétrole, c'est la hausse du cours. Pour l'acier, c'est parce que le prix de l'acier a flambé. On continue. Les grands transporteurs mondiaux, les 10 plus grands, entre autres Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, MSC, vont se partager 120 milliards de dollars de bénéfices, 150 milliards si on prend l'intégralité de la profession. Les banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, 24 milliards d'euros de bénéfices en 2021. Le bonheur est dans le pré. Et enfin, alors pour que la fête soit complète, évidemment, les fabricants de vaccins font de l'argent. AstraZeneca a engrangé 2,5 milliards grâce à son vaccin, qu'on n'utilise d'ailleurs plus. Et les fabricants type Moderna ou Pfizer font 1000 $ de bénéfices à la seconde. Inutile de vous dire que c'est la fête à la Bourse de Paris, c'est la fête à Wall Street, c'est la fête un peu partout. D'où notre premier débat. Faut-il taxer les méga profits des grosses entreprises? Et vous êtes 86,1% à dire oui. Avec nous, Nicolas Miguet, responsable d'un groupe de presse économique et financière. Bonsoir. Oui, le seul groupe indépendant d'ailleurs dans le secteur, puisqu'on n'est pas propriété d'un grand groupe comme tous les autres journaux spécialisés. Et on appartient à nos lecteurs. Alors, j'ai vu, avant de parler du débat, j'ai vu des affiches de vous. Vous êtes candidat à la présidentielle ? Oh, si j'ai les 500 parrainages, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que si 85% des professionnels de la politique vont parrainer, regardez Madame Hidalgo, elle a plus que tous les parrainages nécessaires, alors qu'elle n'a quasiment pas d'intention de vote dans les sondages, eh bien, que les maires ruraux, essentiellement, ne parrainent pas. Il y a une sorte de grève des parrainages. 85% des maires ne parraineront aucun candidat. Alors, on va parler de notre débat sur les profits. Quand on regarde bien, le prix à la pompe a explosé. Le prix du métal a explosé. Les banques ne font pas de remise sur les agios au cas où vous seriez à découvert. Et vu l'augmentation du prix des containers, les prix des produits qu'on achète ont également explosé. Et ils vont monter encore plus. Mais alors, plus le client y perd, plus les entreprises gagnent. C'est ça l'économie de marché en 2021-2022 ? Oui, et c'est pas terminé. Le vrai scandale que je dénonce régulièrement dans mes articles, c'est que les entreprises qui font des profits ne l'investissent pas, cet argent. Le profit en soi, je dirais que ça rémunère le risque, en théorie en tout cas. Dans la réalité, ça rémunère souvent la rente. C'est-à-dire que des entreprises ont racheté progressivement leurs concurrents. Je pense à Meta, l'ancien groupe Facebook. Je pense à Google, qui s'appelle maintenant Alphabet, parce qu'ils changent de nom pour ne pas être reconnus. Vous savez, ils font tellement gros profit qu'ils ont peur, ils rasent les murs. Et ces gens-là, je dirais que fut un temps, ils investissaient, ils développaient leurs entreprises. Comme Amazon continue encore à investir, à développer son entreprise, ne distribue pas de gros dividendes. Amazon n'en distribue même pas du tout et réinvestit. Alors pour essayer de faire un monopole encore plus monopolistique peut-être, mais en attendant réinvesti. Le vrai scandale, c'est que vous avez L'Oréal qui sort des profits colossaux, le shampoing Dove et les produits Lancôme, et qui utilise 8 milliards d'euros. Vous imaginez la somme, 8 milliards d'euros pour acheter... C'est 2 porte-avions Charles de Gaulle équipés à peu près. Entre autres. Mais c'est 42 Rafales vendus à l'Indonésie. Ouais, on a chacun son unité de mesure. Oui, non mais si vous utilisez l'armement, c'est le même genre de contrat et c'est 8 milliards d'euros, non pas pour investir sur toutes ces usines, pour les rendre plus productives, pour pouvoir développer davantage de produits ou pour pouvoir mettre des panneaux solaires partout. Non, c'est pour racheter les propres actions, pour renforcer la part de la famille et racheter des titres à Nestlé. Céline Pinasse, quand vous voyez tous ces profits, il faut les taxer pour vous ?
Alors la question de... Oui, bien sûr qu'on a envie de répondre, il faut les taxer. La question, c'est que si on ne les taxe pas, c'est qu'ils ont d'énormes stratégies pour échapper justement à la question de la taxation et qu'il y avait, à chaque fois qu'il y a eu des réflexions pour essayer de faire une taxation internationale, elle a échoué et pourtant Dieu sait que la réflexion partait sur des montants extrêmement bas. Le problème, c'est effectivement cette question du réinvestissement et le fait qu'aujourd'hui, on assiste à la fois à la multiplication de ces profits et à l'appauvrissement des peuples et à la destruction de la classe moyenne. C'est-à-dire que tandis que certains engrangent de plus en plus d'argent, ça ne profite à personne. À une époque, vous aviez effectivement des entreprises qui fonctionnaient bien, mais vous aviez une classe moyenne qui vivait bien, vous avez des gens qui pouvaient penser leur avenir. Aujourd'hui, il y a un vrai décalage entre des entreprises qui sont surpuissantes, des États qui sont des nains politiques et qui ont du mal à les contrôler, et des populations qui, elles, commencent à connaître des formes de pénurie et vont bientôt se prendre une inflation extrêmement forte, alors que déjà elles sont dans des situations inconfortables. Nicolas Millet. Il faut savoir qu'il y a des entreprises, les comportements ne sont pas tous les mêmes. Ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, c'est le fait de L'Oréal, mais c'est le fait des banques aussi, énormément. Moi, je les appelle les banksters, c'est-à-dire des gangsters conglomérés avec le mot banquier. Eh bien, ces gens-là, je veux dire, qui considèrent qu'il faut rémunérer davantage le capital, mais surtout, ils rachètent leur propre capital. Et puis, d'un autre côté, vous avez des entreprises qui font un autre effort, qui rendent leurs salariés associés. Je pense à AXA, qui a fait une grosse opération d'actionnariat salarié récemment. Je pense à Bouygues, je pense à Vinci, je pense à tout le BTP. Il faut savoir que Vinci, le premier actionnaire, c'est-à-dire les actionnaires qui reçoivent les dividendes, ce sont les salariés de Vinci qui ont presque un quart du capital. Chez Bouygues, la famille a à peu près un quart du capital, mais les salariés ont 21 ou 22% du capital. Donc, il peut y avoir d'autres voies. Et l'entreprise aujourd'hui, elle devrait avoir une réflexion forte, je pense aux grandes entreprises cotées qui ont de chance, sur qu'est-ce qu'ils font de leurs profits. Est-ce qu'ils les réinvestissent ou pas? Et quelle est la participation qu'ils donnent à leurs salariés? Et bien sûr, c'est la famille De Vecchio, une famille italienne, qui est le principal actionnaire d'Essilor-Luxottica, mais c'était à l'origine une coopérative. Et il y a toujours comme deuxième actionnaire, qui est très respecté dans le capital et au conseil d'administration, présent au conseil d'administration, ce sont les salariés de l'ancien groupe Essilor, qui avaient, via la coopérative Valoptec, avec 30% du capital auparavant, qui ont maintenant encore 12 ou 13% du capital. Donc la participation, c'est une des réponses, parce que quand vous êtes salarié d'un groupe comme Bouygues, par exemple, vous avez, par travers les actions que vous obtenez, que vous avez obtenues gratuitement ou par souscription à tarif préférentiel dans votre entreprise, vous avez une part des bénéfices qui vous revient en plus de l'intéressement, ça s'appelle le dividende. En fait, ce que vous décrivez, ça existe dans une forme qui est même très ancienne, qui est contemporaine de la naissance même du capitalisme, qui est l'économie coopérative. Les banques mutualistes, elles font de leurs clients des actionnaires. L'économie, le système coopératif aussi, il fait en sorte de mutualiser les biens. Après, bon, il peut y avoir plusieurs formes de... Mais ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, ça vient pas de France, ça vient plutôt des États-Unis. Avant même l'élection de Biden, vous avez quand même eu une pétition des ultra-riches qui a dit « taxez-nous plus ». Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ils disent ça? C'est pas par philanthropie? C'est parce qu'ils ont peur? Parce qu'ils sentent que ces écarts de revenus, c'est en train de produire exactement ce qui s'est passé en 1789 dans notre pays, c'est-à-dire une révolution et des jacqueries. Et quand on lit partout dans la presse, je pense que ça a tendance à plutôt refléter une certaine vérité, que Jeff Bezos, il gagne en 6 secondes ce que gagne un salarié en une vie, c'est-à-dire en gros 800 000 euros. C'est... Peut-être que ça peut ne pas choquer certains. Qui s'est fait faire un tel yacht dans un chantier naval de Rotterdam qu'on a dû modifier un vieux pont pour qu'il puisse sortir. Ça dit quoi? Alors le paradoxe, c'est qu'effectivement, Amazon ne sert pas de dividende. Donc on se dit, mais le type, comment il arrive à avoir une fortune pareille? C'est tout simplement, il vend des actions au fil de l'eau. Chaque année, il vend. Là, il a dû vendre à peu près 25 ou 30 milliards d'actions. Et ça finit par constituer son patrimoine. Donc je pense que il y a un vrai sujet dont s'est emparé d'ailleurs à Davos certains entrepreneurs qui ont reconnu que il y a même des études très 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 concrètes qui ont été faites par des gens qui sont pas qu'on ne peut pas taxer de manque de sérieux, de crédibilité, qui ont paramétré ce que rapporterait une ISF qui partirait entre 1 et 3 ou
ou 3,5%, modulable selon la fortune, 5 millions, 50 millions, 1 milliard. Vous savez combien ça rapporte ? Non. Au total, 2500 milliards. Alors le paradoxe, 2500 milliards, c'est de quoi sortir 2 milliards de personnes sur Terre de la trappe de pauvreté. Au moment où la France a supprimé l'ISF. Et quand vous lisez ce que j'ai fait depuis 2 ans attentivement les cahiers de doléances, où il suffisait d'écouter les gilets jaunes, l'ISF, son retour, c'est pas une demande ringarde, c'est une demande urgente. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Miguet ? D'abord, l'impôt sur la fortune, il y en a plusieurs. Je me permets de vous rappeler qu'un impôt sur les successions, par exemple en France, très vite, on est à 40%. Donc, c'est une sorte d'ISF d'un seul coup, mais je veux dire que ça touche la fortune, tout simplement, au moment de sa transmission. Il y a des abattements quand il y a des transmissions d'entreprises, mais je connais des entreprises qui, parce que les héritiers ne s'entendaient pas, sont mortes, je veux dire, tout simplement. Il y a des vrais soucis liés donc à cette taxation du capital, parce que et après, il faut vendre une partie de l'entreprise pour pouvoir payer les impôts. Ensuite, il y a aussi tous les gens ne payent pas ou ne paieront jamais l'ISF ni l'impôt sur la fortune immobilière, mais quand ils achètent une maison, je veux dire que l'ouvrier chez moi en Normandie, je veux dire que moi je suis rural, excusez-moi de le rappeler, Verneuil-sur-Avre c'est tout petit, et l'ouvrier il devient propriétaire. Quand il achète sa bicoque à 80 000 euros, parce que c'est pas les prix de Paris, qui va faire des travaux dedans par ses propres moyens, je veux dire qu'avec ses copains il achète des matériaux et progressivement il va changer. Eh bien, il va payer 4 ou 5% de ce que l'on appelle improprement les frais de notaire. En réalité, c'est un impôt sur le capital qui est de 4% plus 0,7 ou 0,8 de frais de notaire. Quand vous avez un particulier qui fait des échanges en bourse, il va aussi payer un impôt sur le capital, alors que les grands spéculateurs mondiaux, ils ne le payent pas, puisqu'ils sont sur des places dites offshore, c'est-à-dire en dehors de toute fiscalité. Donc on est dans un monde où on a un vrai problème de complexification de la fiscalité avec une multiplication des impositions sur le capital. Et je reviens juste, le monde paysan a souvent des fermes de 80, 100, 120 hectares. Eh bien, ils ont un travail, mais sur leur outil de travail, il est taxé au titre de l'impôt foncier. Les hangars sont taxés au titre de l'impôt foncier. Donc là aussi, c'est un impôt sur le capital qui pourtant travaille, est indispensable à leur travail. Céline Revel-Dumas. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est pas seulement une question économique, mais vraiment politique. Aujourd'hui, ça choque la plupart des populations qu'il y ait des disparités de revenus aussi monumentales. C'est-à-dire qu'au moment où toutes les populations étaient en train de s'appauvrir et que les États devaient réinjecter énormément d'argent dans l'économie, ça a creusé la dette de l'État, ça a appauvri les Français. Aujourd'hui, on se retrouve avec un pouvoir d'achat réduit à peau de chagrin pour une grande partie de la population, que ce soit aux États-Unis et en France. Et en même temps, on se retrouve face effectivement à des milliardaires et des millionnaires. C'est un peu moins le cas en France quand même. Mais nous, on veut absolument payer, tout simplement parce que sinon la situation sociale va être intenable. Et donc, non, je vous en prie. Non, mais donc il faut absolument pouvoir taxer ces grandes entreprises. D'ailleurs, l'OCDE est en train de préparer un accord en ce moment. Ça a été fait en octobre. Voilà, exactement. C'est en train d'être mis au point où il y a 15% au niveau mondial, des 15% des multinationales qui verseraient un impôt supplémentaire pour essayer de redorer un peu la situation des États. Nicolas Miguet, et on part après au 0826 300 300. Mais les taxes sont énormes. Regardez par exemple, le prix de l'essence augmente. Mais aujourd'hui, on a un prix de l'essence ou du diesel, du litre de gazole, supérieur au prix, alors qu'on avait, il y a quelques années, un baril de pétrole qui n'était pas à $90, mais un baril de pétrole qui était à 110, 120, 130 $. Pourquoi il est supérieur ? Tout simplement parce qu'il y a 20 centimes de taxes diverses de plus qu'il y a à l'époque en question. Mais il y a bien 16 milliards de bénéfices de Total cette année. Ça n'a pas grand-chose à voir. Les bénéfices représentent... Il faut savoir que Total paye beaucoup d'impôts, surtout à l'étranger. Et en France, réalise relativement peu de bénéfices. Ils ont publié le chiffre. Je dirais que vous regardez le détail des chiffres. Total est une entreprise qui paye énormément d'impôts à la production à l'étranger. J'ai vu d'ailleurs pour la première fois hier un litre de samplon 98 à 2,08 €. Ça m'a fait un choc dans Paris. À 2,08 €. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que Total donne 10 centimes de réduction dans certaines zones rurales, plus un chèque de 100 € pour les plus précaires. Mais enfin, je veux dire, c'est pas à Total en plus de faire ça. C'est à l'État de prendre une décision. Celui qui gagne le plus d'argent sur l'essence, c'est l'État. Non, mais on a la limite de la philanthropie 19e siècle, c'est n'importe quoi. On ne peut pas refuser un cadeau. Mais le problème, surtout en zone rurale, je peux vous assurer. En revanche, la seule chose que j'insiste, c'est qu'aujourd'hui, vous payez un litre de carburant 1,8 €.
et vous avez seulement 0,75 de prix hors taxe. Et le reste, c'est que de la taxe. De la TIPCE, etc. Voilà. On part au 0826 300 300, c'est amusant, c'est un port pétrolier, direction 7, où notre ami André Berkoff était mercredi en émission pour Berkoff dans tous ses états. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir les vraies voix. Et vous êtes minoritaire, vous vous dites qu'il ne faut pas taxer les grosses entreprises alors que sur Twitter, 86,9% des auditeurs veulent les taxer. Oui, alors effectivement, je ne suis pas d'accord avec les 86% de la manière dont c'est présenté. Donc, pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez abordé le débat en parlant des grands revenus, d'Exxon, de choses comme ça c'est au niveau mondial. Oui. Maintenant, si on se replace au niveau français, 15 milliards de bénéfices. Alors sur les 15 milliards, comme l'a dit votre interlocuteur, là, effectivement, 90% sont faits à l'étranger. En France, un petit 10%. Ce petit 10%, il y a aussi l'impact de l'effet de stock. Étant donné que le brut a monté en pagaille, le stock, lui, a monté en pagaille. Et donc, si on augmente la valorisation du stock, on augmente le résultat financier, c'est comptable. Voilà. Bon, ça, c'est un premier point. Mais il y en a d'autres. C'est quand même un groupe de 200 000 personnes qui vit bien, qui a 200 entreprises connexes et qui fait vivre beaucoup de monde en France. C'est une grande industrie avec laquelle on gagne de l'argent et avec laquelle on peut lutter contre les Anglais, les Américains. C'est le seul groupe pétrolier qu'on ait. On a perdu Elf pour bien des bêtises. Enfin, Elf est fusionné avec Total. Hein. Total a racheté Elf, en fait. A racheté après avoir acheté Fina et Antar. Absolument. Ok. Mais ça veut dire que aussi, comme disait votre collègue tout de suite, dans un litre d'essence, on parle tout le temps de 1,80. Oui. 1,80, ok. 60 centimes pourquoi faire Total ? 60 centimes pour acheter le prix du brut, le transporter avec des compagnies de navigation, le reprendre dans des raffineries, le redistribuer, tout ça, payer les impôts, payer les gens qui travaillent. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est à 60 centimes. Et l'État, à ne rien faire, se prend 1 euro et indexé sur le prix du brut. Et donc on peut continuer comme ça. Et effectivement, quand le baril était à 140 $ le baril, le prix à la pompe était plus faible de 20 centimes qu'aujourd'hui. Ce qui est fou. Alors là, ça peut ne pas s'arrêter, quoi. Est-ce que vous connaissez le prix du kilo de café à la vente aujourd'hui ? 20 € en moyenne. Oui. Le cours du kilo de café aujourd'hui, 2,03 €. Alors moi, je dis quand même qu'avant de taxer les boîtes comme ça, taxons un peu les boîtes qui gaspillent. EDF, 40 milliards de dettes. SNCF, boîte d'État encore, 60 milliards de dettes. Donc si on fait les totaux de tout ce qu'on a perdu à côté sans contrôler, la personne ne s'y intéresse, eh bien, moi je pense qu'il y a quand même un sacré delta. Merci Michel Dessette. Votre réaction, Nicolas Miguet, ce que dit Michel Dessette en 1 minute, il nous reste 1 minute. Il confirme ce que je viens de dire. Je veux dire que le vrai problème, c'est quand même donc une allocation des ressources. Les grandes entreprises françaises, celles qui font ce qu'on appelle le CAC 40, sont des entreprises qui sont présentes dans le monde entier. Stellantis, par exemple, a 3 pieds importants en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. C'est-à-dire qu'en Chine, ils sont beaucoup plus négligeables. Ils vont sortir dans quelques jours des profits importants. Mais s'il n'y a pas de profit, comment veut-on financer la transition vers les voitures électriques ? Ça coûte 30 milliards d'euros en 5 ans d'investissement. Je le dis très clairement, ce qui est scandaleux, c'est quand les entreprises utilisent leurs profits pour acheter leurs propres titres et pour enrichir les propres actionnaires. Et je rebondirai sur ce que disait madame, ce qui est scandaleux aussi, ce sont les salaires de beaucoup de gens. Le directeur général d'Orpea qui gagne 1,3 million d'euros par an, c'est une honte. C'est une honte. Quand on connaît leur gestion. C'est une honte. Non, mais c'est une honte. Pourquoi ? Parce que il ne devrait pas y avoir d'écart de salaire, de plus que de 1 à 15 ou 20 maximum. Là, c'est de 1 à 100 dans la même entreprise. C'est pas possible. La petite fille qui va faire donc le ménage dans les chambres des pensionnaires et des personnes âgées, c'est le SMIC. Eh bien, elle est au SMIC. Il n'est pas normal qu'il y ait un directeur général, voire moins s'il y a un petit contrat, ce qu'on appelle un contrat d'heure. Il se trouve qu'à Verneuil-sur-Avre, on a Center Parks, alors je peux vous assurer qu'on sait très bien ce que c'est que les gens qui ont des contrats de 20 heures. Il y a beaucoup de petits contrats aujourd'hui qui ne permettent pas aux de gagner le SMIC et ça s'appelle les travailleurs pauvres. Très, 10 secondes. On pourrait peut-être parler aussi des TPE, des PME qui sont sous la coupe des grandes entreprises et qui se voient étranglées alors qu'elles fournissent un vrai tissu local d'emploi. Merci beaucoup Nicolas Miguet, patron d'un groupe de presse économique et financière. Verdict sur Twitter, faut-il taxer les méga profits des grandes entreprises ? Vous êtes 86,8% à dire oui. En forme les vraies voix, un petit quiz présidentiel, ça vous dit ? Allez, et c'est tout de suite.